Donc tu dois être le CEO le moins joignable de France. Je sais pas, je connais pas les autres CEO. Ils sont plus joignables que toi en tout cas. Je sais pas, moi je suis en mode avion tout le temps. Donc, T'as un téléphone? Non, mais j'ai un téléphone, mais plus, ouais, c'est plus pour faire de la outbound. C'est pas moi qui reçois les trucs, tu vois. Et là aujourd'hui, vous en êtes à combien de ARR? ARR, on est à 10, on frôle avec les 11. Donc en fait, c'est concrètement, tu as atteint le 1 million d'ARR de CA annuel récurrent, quasi 11 fois quoi. Ouais, ok. Ouais. Ok. Tu dois faire 1 million, pas forcément sur Wallaxy parce que tu connais trop bien le cas. 1 million d'ARR, comment tu fais, par quoi tu commences aujourd'hui, tu vois, comment tu commences à structurer la chose. Et c'est déjà pas mal comme sujet. Déjà, je choisis un business model SaaS. Ouais. Parce que c'est trop bien le SaaS. C'est vraiment la Champions League de l'entrepreneuriat. C'est le modèle économique où c'est le plus facile, quoi. Merci de nous chier dessus, qu'on fait. Non, mais voilà. Non, mais après, vous êtes braves, quoi. C'est juste que vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, pour mettre du contexte, le modèle SaaS, la force du modèle SaaS, c'est que dans la plupart des business, ton client, il faut retourner le chercher tous les mois et il faut qu'il fasse une action pour payer. Alors que le SaaS, c'est l'inverse. Ton client, il faut qu'il fasse une action pour arrêter de payer. Rien que ça, quand tu as expliqué ça dans le modèle SaaS, ça rend le truc incroyable et c'est ça qui va te donner des exponentiels de fou, quoi. Est-ce que c'est si simple la rétention dans le SaaS? C'est pas si... en fait, une fois de plus, la rétention est pas si simple, mais tu vois, nous, on est sur un modèle économique où on a un taux de churn qui est très élevé. Donc, taux de churn, pourcentage de tes clients qui chaque mois annulent leur abonnement, c'est que 10%. Tu vois, c'est hyper élevé pour le marché et c'est 10%. Ça veut dire que chaque mois, il y a 90% de nos clients qui continuent à payer par défaut. Ça rend ton modèle hyper prédictif. Alors que t'es juste, je sais pas, t'es boulanger, probabilité que tes clients ils reviennent tous les mois, t'as aucune garantie de ça. Parce qu'il faut qu'ils se redéplacent tous les mois ou tous les jours dans ta boulangerie pour acheter ton pain. Alors que là, juste, c'est prélevé, c'est automatique, tu vois. Mais je peux aussi te dire que pour faire 20 000 balles, il faut que tu ailles chercher 1000 clients à 20 balles. Là où nous, un contrat, on peut faire 20 000 balles, tu vois, par exemple. Et du coup, c'est ça qui va faire que le modèle SaaS, parce que c'est intéressant, le sujet, c'est 0 à 1 million d'ARR, c'est la phase finalement quasiment la plus dure où tu vas avoir le plus d'investissement et ça va être le plus dur d'avoir tes retours sur investissement puisque grosso modo, le SaaS va te demander un investissement initial technique, il va te falloir du temps pour construire ton produit. Vu que c'est un modèle économique qui est très pérenne et prédictif, du coup tu vas avoir beaucoup de concurrence quand même au démarrage, donc tu vas devoir te différencier sur ton marché. Et du coup, ce lancement de la machine, c'est ça qui va faire que là, il y a un gros taux d'échec et que le 0 à 1 va être le plus dur. Et finalement, une fois que tu as passé le 1, c'est des jeux d'exponentiel et de scale, mais tu as déjà pérennisé un peu le truc, tu vois. Ce que tu n'auras pas forcément dans un modèle agence ou de vente, où justement, tu peux avoir fait 1 million, mais l'année d'après, t'as pas la même garantie d'exponentiel. Et du coup, si tu veux vraiment faire du cash à court terme, le modèle de vendre du temps ou de vendre de la presta, il est infiniment plus intéressant. Par contre, si tu veux un business long terme, ça va être vachement plus simple, je pense, de le faire avec du SaaS. Tu vois. Scale de l'humain et du service, c'est sûr que ça a des complexités que tu ne retrouves pas à un moment dans le produit. Par contre, effectivement, tu as ce moment au démarrage qui peut être compliqué. On voit beaucoup de SaaS qui se cassent la gueule aussi. Ça veut dire qu'il y a une complexité dans la tech et aussi, je pense, au démarrage, tu vois, parce que tu modifies pas un service, tu modifies une proposition de valeur assez rapidement, l'impact derrière est assez faible. Tu veux modifier la proposition de valeur parce que tu te rends compte dans du SaaS et dans de la tech que t'es pas sur la bonne route, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va demander du dev, ça va demander pas mal de choses. Pour toi, quelles sont les erreurs justement? Parce que avant de faire 1 million, il faut déjà avoir un produit et un produit qui plaît au marché. Quelles sont les erreurs que la plupart des entrepreneurs dans le SaaS, tu vois, vont faire, qui font que y a très peu de SaaS finalement qui arrivent à passer ce seuil critique de la rentabilité? Déjà, je pense qu'il y a trop de gens qui commencent par coder un produit avant de tester leur marché. Moi, j'ai un peu une méthodo. Tu disais, tu as fait 10 fois 1 million, c'est pas vrai. Par contre, on a lancé vraiment beaucoup de SaaS, moi j'ai fait sur des side projects, soit à un moment on a lancé plusieurs SaaS en même temps. Et j'ai un peu une méthodo pour tester un marché qui marche super bien. Où en fait, tu vas juste, tu vas te poser, tu vas dire, ok, c'est proposition de valeur principale, quel problème je résous? Assez classique, hein. Quel problème je résous? Quelle proposition de valeur principale? Un petit peu les éléments clés. Les 3 grandes fonctionnalités qui vont délivrer la valeur et te positionner sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui fait un outil plus ou moins concurrent. Donc en gros, il va te falloir un peu 2 fonctionnalités clés qui existent déjà sur le marché et une où quand le mec te pose la question, tu te dis non mais nous on est là. Ça te fait tes 3 fonctionnalités clés. Tu fais une landing page avec un WordPress pour 100 €, t'as ta landing page en 2 jours de travail.
travail, tu as ton nom de domaine, tu as tout ce que tu veux. En plus, avec les IA maintenant, tu fais tes visuels, machin. Franchement, il n'y a aucune compétence technique nécessaire. Et pour 100 €, ça y est, tu as ta landing page. Tu prends un outil de prospection. Alors moi, je vais parler essentiellement SaaS B2B, pas SaaS B2C. Tu prends un outil de prospection, tu trouves 3 audiences que tu penses être les prospects potentiels sur ta cible sur le Sales Navigator. T'as une idée d'outils de prospection? Parce qu'il n'y a rien qui me vient en tête. Machine, c'est pas mal. Lemlist, c'est bien aussi. et tu lances tes campagnes. Et en gros, tu peux pas le dire. Gmail. Mais tu peux le faire avec Gmail. Gmail.be. Tu peux le faire à la main. Mais après, tu peux le faire avec Alexis si tu veux aussi. Et tu trouves ces 3 audiences-là. On va dire à peu près 200-300 prospects par cible. Ça te fait un pool à peu près de 1000 personnes à contacter, donc il va te falloir 4-5 semaines pour le faire sur LinkedIn. Et tu les contactes avec une approche, en gros, salut, je résous ce problème-là, je vais bientôt lancer une bêta et ça m'intéresserait d'avoir du feedback. Et tu envoies ton site, franchement, fais-moi un feedback sur le site ou la proposition de valeur. Et tu regardes tes conversions. Et en fait, moi, ce que je fais, alors ça, c'est vraiment mon truc préféré, au lieu d'envoyer vers un formulaire très froid où tu peux sign up pour la bêta, qui n'existe pas, tu n'as pas commencé à coder une seule ligne. Tu crées un faux profil LinkedIn et le mec, il est CEO, growth manager à ton produit, tu vois, et il faut le contacter pour rejoindre la bêta. Et ça va être super puissant parce que tous les gens qui sont intéressés par la bêta, ils vont te contacter sur LinkedIn et tu vas pouvoir centraliser toutes les demandes sur ton inbox LinkedIn. Et tu vas pouvoir leur poser des questions. Et donc, en fait, tu vas pas du tout chercher à vendre ton produit. Tu vas être en mode, qu'est-ce que tu as compris la proposition de valeur? Pourquoi tu viens? Quel problème ça résout pour toi? Et tu peux lister 4-5 questions comme ça qui sont élémentaires pour déterminer pourquoi les mecs, tu les as contactés sur LinkedIn, ils ont vu ton site et ils sont venus pour s'inscrire à une bêta qui n'existe pas. Il n'y a pas de produit. Donc, et en faisant ça, en un mois de prospection automatisée, donc ça tourne vraiment, tu as fait 2 jours de taf, un mois qui tourne. À la fin du mois, tu sais si y a un potentiel product market fit, si le produit intéresse les gens, pourquoi, quelles sont les fonctionnalités clés, est-ce qu'il y a des concurrents sur le marché. C'est ton test de marché, quoi. Et ça, pour 100 €. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que à ce moment-là, tu peux définir si tu as un potentiel product market fit et si ça vaut de commencer à spécifier des trucs et à coder. Ouais. Donc là, je pense qu'il est important à retenir, tu vois, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas là pour la rentabilité, on n'est pas là pour faire du cash. Là, aujourd'hui, enfin, quand on en est à ce stade-là, on est là pour tester un produit, pour améliorer son offre et pour faire de la user research finalement, pour pouvoir le développer justement avec des premiers bêta-testeurs ou même pas si ça n'existe pas, mais avoir ces premières intents, tu vois, qui nous vont permettre derrière d'avancer. Et après, toi, tu parles du taux d'échec dans le SaaS. Moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent sur des outils où ils sont pas leur premier client. Et si je fais plutôt la réflexion inverse, nous, un des trucs élémentaires qui a fait qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est qu'on était nos premiers clients, en fait. Donc, on n'a jamais construit le produit pour nos clients. Au départ, on le construisait pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de la prospection automatisée. On avait 25 comptes à chacun avec mon associé. On faisait de la prospection, on bourrinait sur LinkedIn. Et du coup, chaque petite friction dans le produit, pour nous, c'était x25. Et donc, il fallait résoudre, en fait. Il fallait qu'on traite nos propres problèmes. Et donc, nos fonctionnalités, on les priorisait d'abord pour notre propre usage dans le produit. Et ça, par définition, ça a accéléré notre boucle de feedback. C'est-à-dire qu'au lieu de faire « je livre une feature jusqu'à la prod et mon client, il utilise le produit et je regarde mes datas pour savoir s'il l'utilise, je fais de la user discovery pour comprendre comment il l'utilise, je regarde des screen recordings pour savoir comment il trouve les boutons et tout », ben non, en fait, la fonctionnalité, elle arrive sur l'environnement de test. C'est toi l'utilisateur. Donc en fait, avant même que la fonctionnalité arrive au client, tu sais déjà si elle marche, si elle correspond aux besoins, ça rend le truc infini, la boucle de feedback infiniment plus rapide. Or, c'est ce que tu disais au début, exactement. Ce que tu disais au début, ta problématique dans le SaaS, c'est que itérer sur ton offre, itérer sur ton produit, c'est recoder des choses, c'est changer des fonctionnalités, c'est changer des parcours utilisateurs. C'est hyper long, c'est hyper chronophage, et chaque fois que tu te plantes, tu perds des semaines de taf, en fait. Et en ayant cette boucle beaucoup plus rapide où tu es ton propre client, dès la conception du produit, tu sais que c'est bien. Dès la phase de test, avant même que ça arrive au client, tu sais que c'est bien. Et donc, tu réduis drastiquement le nombre d'erreurs que tu vas faire. Ce qui n'est pas faisable, par contre, sur tous les SaaS. Ce qui n'est pas forcément faisable sur tous les SaaS. Moi, je joue au facile. Il y a plein de modèles éco où ce ne sera pas possible de le faire, effectivement. Effectivement, si tu fais de la tech, tu fais un SaaS pour les restaurateurs, tu vois. Si tu n'as pas de resto, ça va être compliqué de pouvoir le tester. Mais par contre, si tu fais un SaaS pour les restaurateurs et que tu n'as jamais été dans la restauration,
tu prends un niveau de risque qui est hyper élevé. C'était pas pour les campings, vous, au départ? Ouais, ben voilà. Au début, on a fait un SaaS pour les campings, on a monté dans les campings, on s'est planté. Donc, tu vois, on a passé 2 ans à faire un truc que personne ne voulait nous acheter parce que ça répondait pas du tout à leurs besoins. C'était une imagination de ce qu'étaient leurs besoins sans être nous-mêmes les clients et du coup sans savoir exactement ce qu'ils voulaient. Et tu vois, là, on est en train de co-construire un produit d'une boîte qui fait de la trad vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lancer un média et qu'on veut le traduire dans 10 langues. Et donc, on est notre premier client. C'est-à-dire qu'on va être les premiers à utiliser cet outil tous les jours à un niveau d'échelle que très peu d'utilisateurs de ce produit vont avoir. Et du coup, on va être capable d'identifier tout de suite les pain points et de faire des itérations qui sont hyper rapides dans le produit. Ok. Tu as ton offre, tu as fait ta user research, tu commences à avoir ce qu'on appelle le MVP. Qu'est-ce que tu fais derrière? Ouais. Déjà, ce qui est cool, c'est que pendant tout ton process de dev, pour pousser sur ça, tu peux aller chercher des bêta-testeurs. Donc, tu peux continuer de la prospection, tu peux commencer à créer du contenu sur LinkedIn. Ça va te permettre de construire ta base de bêta-testeurs. Nous, sur un produit, en 2-3 mois, on arrive à avoir 2-3 000 bêta-testeurs. Okay. Donc, en fait, à la fin des 3 premiers mois, on va dire, l'idéal, c'est d'avoir une version 1 de ton SaaS en 3 mois. Vraiment, la version minimum, ton MVP. Tu as déjà 2-3 000 mecs que tu peux envoyer dessus et tu as une boucle de feedback au démarrage qui est hyper rapide et qui lance la machine. Et pour ça, du coup, première phase, ça va être ta phase d'aller chercher tes premiers utilisateurs et tes premiers clients. Et pour ça, il faut se concentrer sur un canal où ils y sont, un canal où tu peux être bon, et si possible, un canal avec un cycle qui est assez court. Donc, tu as un peu 2 types de canaux de vente. Tu as les canaux très courts, comme la prospection, qui est super efficace au démarrage, parce qu'en fait, ça scale pas du tout. C'est très compliqué à scaler. Tu vas avoir du mal à faire x100 ou x1000 sur un canal de prospection, en termes de volume de vente, volume de clients. Par contre, au démarrage, c'est hyper rapide. Tu contactes un mec, le lendemain, tu as une réponse. Donc, en fait, c'est assez vite que tu peux enclencher un cycle de vente. Et ça pour moi, c'est le point de démarrage. Si je relance une boîte SaaS, je commence par faire la prospection, parce que c'est ça qui me donne la boucle de feedback la plus rapide. Et c'est comme ça que tu vas chercher tes 100 premiers clients. Tes 100, 200 premiers clients, c'est comme ça que tu vas les avoir. Si tu as un product market fit qui est assez fort, assez vite, tu vas avoir de la boucle de viralité. Donc nous, on allait chercher nos premiers clients comme ça en mode prospection. Puis donc on avait, 50 comptes qui faisaient de la prospection sur LinkedIn tous les jours. Et au bout de 3 mois, on se dit quand même d'où ils viennent nos clients. Et on se rend compte qu'il n'y a que 5% des clients qui viennent de la prospection et que 95% c'est du bouche à oreille en fait. Okay. Et que les premiers ils sont venus et ça a enclenché la machine. Donc un produit avec un bon product market fit, tu vas avoir une traction organique assez rapide et une boucle de viralité qui fait que tu n'auras pas forcément besoin d'aller les chercher sur 10 canaux en même temps, quoi. Ouais. Ce qui est une très bonne métrique. Bah, c'est très souvent ce qui est recommandé. C'est un canal, une proposition de valeur, une cible, un canal. Ouais. Et pourquoi? Parce que tu as toujours cette question de l'horizontalité versus la profondeur, on en parlait tout à l'heure. Vaut mieux aller le plus profond possible sur un canal, ça t'apportera toujours largement assez d'un point de vue flux pour aller chercher ton 1 million. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, peu importe le canal, outbound, inbound ou quoi. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, le plus tôt possible, il faut quantifier l'impact de son bouche à oreille dans son mix marketing, parce que c'est un indicateur direct, comme tu l'as dit, de ta traction et de à quel point tu as cerné la problématique que tu résous. On parle de product market fit, mais tu as aussi la notion de problem solution fit. À quel point la solution que tu apportes répond avec pertinence au problème que tu adresses, donc à quel point aussi tu l'as compris. Et ça, c'est fondamental. Et donc, si justement, tu t'interdis d'aller chercher d'autres canaux et de partir en mode j'y vais à toute berzingue sur tous les plans, sur tous les fronts, bah en fait tu t'astreins à maximiser l'impact de ce bouche à oreille, faute de quoi ça décollera pas, quoi. Et ça t'évite en fait d'aller chercher de l'attraction un peu ex nihilo comme ça, un peu hors sol, un peu in vitro, qui va à un moment donné te péter la gueule. C'est ça. Là vous avez fait sur Wallaxy un product-led growth. Donc en gros les gens arrivent, sunboard seuls sur le produit, derrière à fond de support. Est-ce que dans les premiers moments de Wallaxy, tu vois, il y avait cette conversion qui était faite à la mano avec des personnes qui prenaient les appels, ce qui permet aussi d'accélérer cette feedback loop, parce que tu as des objections en direct, parce que tu as des retours clients, tu as des raisons de pourquoi ça close pas. Ça n'a jamais été le cas chez vous? Non, ça n'a jamais été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit le cas. Ouais. Tu vois, c'est ça la nuance. Nous, en fait, tu parlais, on a fait une app pour des campings, on a fait beaucoup de démos à des gérants de camping, des mecs, tu passes une demi-heure à leur expliquer un truc, 160 piges, ils n'ont jamais vu un ordi de leur vie. Et en fait, tu comprends assez vite que tu ne veux plus faire ça. Nous, ça nous a un peu traumatisé. Donc, quand on a lancé la première version, on était extrême. On a dit, on fera aucune démo. C'était un truc extrême. Nous, ce qui a été intéressant, c'est que ça te met une contrainte énorme, en fait. Parce que d'un seul coup,
le mec, il a besoin de comprendre le produit tout seul. Et ça t'oblige à créer un produit qui soit le plus fluide possible. Et notre obsession vraiment dans les premiers mois, c'était pas d'ajouter des fonctionnalités. Au départ, l'outil, il permettait d'envoyer des invites et d'envoyer des messages sur LinkedIn. C'était tout ce que tu faisais. Tu mettais des prospects dedans, tu faisais ça. Par contre, tu le faisais avec un niveau de simplicité, ça te donnait 3 minutes en fait. Vraiment, il fallait. Et nous, on a assez vite dit, OK, on va te proposer qu'un canal de support chat. Donc, support chat 100%. Réponse 30 secondes. Donc, par contre, hyper actif sur ce support-là. Donc, boucle de feedback hyper rapide pour nous aussi. Gros volume tout de suite, beaucoup plus de volume de tickets. Tu peux gérer 10 convos en même temps. Donc, en fait, tu peux gérer 10 feedback clients en même temps. Et dès qu'il y a une friction, genre une question qui revient plus de 3 fois dans la journée, OK, pourquoi les mecs, ils ont plus de 3 fois dans la journée, ils n'ont pas compris pourquoi ils pouvaient pas faire ça ou comment il fallait le faire. Et là, on avait soit tu réponds par le produit. Je dis OK, peut-être que le bouton est mal placé, peut-être que il faut bloquer cette fonctionnalité-là. Donc, je vais te dire un truc débile. On avait une problématique, c'est que nos utilisateurs arrivaient et ils connaissaient pas la différence entre invitation et message LinkedIn. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était envoyer des messages. Et donc, ils envoyaient des messages à des gens qui n'étaient pas connectés sur LinkedIn, donc ça marchait pas. T'as ça qui revient plusieurs fois par jour, tu te rends compte que les mecs comprennent pas. Quand tu cliques sur l'action message, ça te filtre tous les prospects, ça t'enlève tous ceux qui sont pas connectés. Si t'en as 0, ça te dit aucun prospect n'est connecté avec vous. Et t'as un petit lien pour comprendre pourquoi. Et t'as un article qui est l'option 2 pour résoudre ta problématique de compréhension du produit, qui est de dire quel contenu. Et c'est de dire, OK, j'ai 3 fois une question dans la journée, je peux pas le résoudre avec le produit ou la tech, il faut que je fasse un contenu pour ça. Et donc, nous, on avait une logique, c'est qu'on faisait des réponses enregistrées hyper complètes sur le chat, ce qui nous permettait de répondre aux questions et d'anticiper les questions qui vont venir après, et des articles hyper complets, tutos, détaillés, gifs, etc., vidéos, qui font que si la problématique elle est récurrente ou un peu complexe, si tu peux pas la résoudre avec le produit, tu sais de la résoudre avec le contenu. Et donc, je dis pas qu'il faut pas faire de sales au début, c'est vraiment un choix. Par contre, cette contrainte-là, elle nous a obligés à être hyper simple dans le produit et que ce soit une obsession. Et ça a fait que derrière, on a pu scaler et que ça a fait notre positionnement marché qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la simplicité produit. Aujourd'hui, on ne compite pas avec des outils comme la Growth Machine en termes de fonctionnalité. Tu peux faire beaucoup plus de choses que nous et c'est un meilleur outil si tu sais t'en servir. Nous, ce qu'on fait, c'est tu sais pas t'en servir, tu viens, ça te prend 3 minutes. Vous savez que vous avez tellement rendu la prospection LinkedIn simple que vous avez fait des migraines. Je pense à pas mal de CEO qui se sont fait harceler derrière. Ouais, je suis le premier, la première victime de ton produit. Et surtout, ce que les gens ont eu du mal à comprendre, tu vois, dans l'ère post-Lemlist, post-Wallaxy et ainsi de suite, c'est qu'ils ont cru que c'était l'automatisation qui faisait la différence et le fait de pouvoir mettre at scale, tu vois. Et que du coup, l'outil faisait... Il y avait cette problématique-là. Nous, on l'a vu quand on accompagnait des boîtes. Ouais, mais du coup, voilà... Comment j'en envoie 1000 par jour je sais envoyer des campagnes, j'ai pas besoin de vous, etc., etc. Ok, mais tout le monde sait envoyer des campagnes aujourd'hui. C'est le principe du no-code, tu vois. Est-ce que tu as des résultats? Non, tout le monde sait qu'il faut publier sur LinkedIn. Est-ce que tout le monde a les résultats de Benoît? Bien sûr que non, tu vois. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est plutôt l'usage que tu vas faire de l'outil, le copywriting, la segmentation, l'audience, en fait, l'ingénierie que tu vas apporter derrière ça, plutôt que l'outil en lui-même. L'outil est un facilitant, tu vois, mais c'est pas la réponse à la problématique en soi. En fait, tu pourrais très bien le faire à la mano. Et d'ailleurs, je le recommande dans un premier temps de le faire à la mano, tu vois, plutôt que directement de bombarder sur 1000, 2000 personnes, qui est, je pense, la pire erreur, tu vois, et qui est, je pense, une des contre-indications que je donnerais à quelqu'un qui veut scaler, parce qu'il va se griller des cartouches. Et c'est une petite digression, mais en même temps, ça sert quand même le propos du 0 to 1 pour moi. C'est le sujet de l'activation. Et ce que tu dis, nous, c'est toujours une problématique de notre produit. C'est que nous, ce que l'outil fait aujourd'hui, c'est envoyer des invitations et des messages à des gens sur LinkedIn. Or, une bonne prospection, c'est envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Et on n'a pas le contrôle sur ce que notre utilisateur fait. Et donc, on n'a pas totalement le contrôle sur la valeur que le produit délivre. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il contacte des gens qui n'ont rien à voir avec son business, avec des messages de merde, Wallaxy peut fonctionner parfaitement de bout en bout, être super simple et délivrer ce que ça doit délivrer. L'utilisateur peut dire « Ah bah ça marche pas, j'ai pas de valeur ». Et ça, c'est une énorme contrainte. Et du coup, assez tôt dans le produit, on a mis un focus très très important sur l'activation, qui est vraiment pour moi l'étape clé du product-led growth. C'est l'utilisateur, tu l'as convaincu de venir sur ton site. Il s'est inscrit, il a fait cette démarche-là. Et là, il n'y a pas de sales qui va l'appeler pour l'onboarder. Donc, il faut absolument que tu lui montres la valeur du produit. Et ça te demande de définir de manière rétroactive, c'est-à-dire, je regarde mes clients et je regarde par quelles étapes ils sont tous passés dans mon produit. Et il faut que je fasse en sorte que tout utilisateur qui arrive sur le produit, il est emmené sur ces étapes-là, tu vois. Donc, nous, grosso modo, il y en a 3. C'est importer des prospects dans l'outil, lancer ta première campagne. Et aujourd'hui, on commence à regarder obtenir des réponses.
C'est-à-dire, le mec, il lance des campagnes, mais c'est pas de la merde. Il a des gens qui lui répondent sur LinkedIn et si possible, qui lui répondent positivement. Donc en fait, vous essayez d'augmenter ce niveau d'activation le plus possible, que la gratification de l'activation soit de plus en plus haute. Là où à l'époque, c'était l'importation, enfin je me rappelle au tout début, effectivement, t'importais, derrière tu lances, et là carrément, c'est la réponse, donc ce côté très pédagogique. Le truc, c'est que là, les gens ont une approche très, quand on parle d'activation, framework art et tout, les gens ont une conception très fonctionnelle de l'activation. Ton client, en gros, il doit faire telle action sur ton produit, et là, il aura compris. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on en revient à la notion d'input, output, outcome. En fait, t'as 3 points. Pour moi, t'as 3 steps d'activation. T'as vraiment une première activation d'input. Oui, tu vas envoyer, tu vas faire le truc sur Wallaxy, sur ton outil. Mais en fait, cet input doit t'amener derrière, comme tu l'as dit, à des réponses, donc à un output, un résultat concret que tu vas mesurer. Idéalement, derrière, un outcome, c'est-à-dire, ok, tu signes tes premiers clients, tu fais des thunes. Bon, bah là, si un client, j'imagine qu'un client qui fait de l'argent grâce à Wallaxy par closing, forcément sera activé à live. La valeur ne sera plus approuvée, il aura eu un ROI direct, quoi. Et ça, comprendre ça, derrière, ça te permet, comme tu l'as dit, de venir accompagner ton client sur déjà l'adoption du produit, sur sa bonne prise en main avec du contenu, avec du parcours. Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui était fondamental. C'était ce que j'appelle le time to value. C'est comment est-ce que tu fais pour lui faire produire l'input qui lui ramènera l'output, donc le résultat le plus vite possible. Et on en vient à la notion essentielle de bien trouver l'arbitrage entre l'exhaustivité de ton produit et son efficacité. Prospecting, une de ses grandes forces, c'était que c'était très biaisé, vous l'avez très bien fait, dans le sens de cette efficacité-là, au détriment de l'exhaustivité. Donc c'était un produit qui faisait très peu de trucs, mais qui les faisait genre extrêmement bien et surtout extrêmement rapidement, et avec donc une clarté de malade mental, quoi. Et ça vous a permis vraiment d'être focus, de gagner énormément de temps déjà dans vos itérations, et aussi de porter un surplus de valeur à vos clients, parce que vous avez compris que leur souci à l'époque, c'était la vélocité. En plus, il y avait les notions de péri-Covid, donc ils étaient tous, il y avait une frénésie un petit peu globale, donc ils avaient besoin rapidement de se rassurer, ne serait-ce que de se rassurer, de se dire qu'il se passait des choses, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Il y a beaucoup trop de boîtes qui cherchent à sortir, qui sont dans leur 0 à 1 et qui cherchent à sortir directement un produit exhaustif, machin. Non. Et ton time, quelque chose qui est assez peu abordé, c'est que ton product market fit, tu peux le perdre, et ton time to value, il peut évoluer. Typiquement, nous, quand on a lancé l'outil en première fois, les gens qui arrivaient sur l'outil, ils n'avaient jamais entendu parler de la prospection LinkedIn. Et donc, notre time to value, il n'était pas quand les prospects répondaient. Alors, à l'époque, vu qu'il y avait assez peu de volume, tu avais des taux de réponse qui étaient vraiment excellents, même si tu ne savais pas faire de prospection. Personne ne savait que ça s'automatisait, donc tu avais des bons taux de réponse. Mais notre time to value, je me souviens, dans la démo de produit, il y a des gens de ma famille et tout, c'était pas « Oh, j'ai des gens qui me répondent ». C'était « Oh, il y a des invitations qui s'envoient toutes seules sur LinkedIn ». Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est devenu quelque chose qui est mainstream, et donc notre time to value est beaucoup plus loin. Ça, c'est un enjeu produit, c'est que une fois de plus, notre time to value maintenant, j'ai des gens qui me répondent positivement et je génère des ventes, ou en tout cas, ça devient un canal d'acquisition. Et ça, c'est une vraie contrainte produit, parce qu'il y a un délai qui se rallonge. On n'a pas la main sur tous les trucs, et donc par exemple, c'est pour ça qu'on est en train d'ajouter des briques d'IA, et qu'un des sujets 2024, c'est que tu arrives sur l'outil, on va te trouver tout de suite des prospects qui sont pertinents pour ton business. Tu passes pas par des recherches test navigateurs, etc. Ce qu'on veut, c'est que tu arrives sur le produit, tu réponds à 4 questions, boum, on t'a une liste de prospects qu'on t'a choisi et qui, on sait, vont être le plus pertinents pour toi. Parce que comme ça, on augmente les chances que sur ta première campagne, tu aies de la valeur et que tu n'aies pas besoin d'acquérir des skills techniques pour avoir cette valeur-là, et de s'assurer qu'on contracte et qu'on garde contracté au max ce time to value. Mais là, c'est le zeitgeist fit, quoi. C'est aussi ton produit doit évoluer, tu vois, avec son temps et avec la maturité du marché. Tu parlais au départ, effectivement, c'était un truc de fou d'envoyer des invitations. Aujourd'hui, l'IA, c'est le niveau de maturité, tu vois, d'après pour quasiment tous les produits. Tout le monde a implémenté de l'IA, c'est de plus en plus simple, il y a plus cette barrière technique aussi pour l'implémentation de l'IA, et tu es obligé du coup de faire cette veille et de comprendre ce qui est en train de se passer. D'où cette approche aussi de product market fit, très l'approche itérative, tu vois, du product market fit, qui n'est pas 0, j'en ai pas, 1, j'ai 100% de product market fit, tu vois. Tu peux être à 95%, tu vas repartir à 70%, et puis après tu vas itérer pour pouvoir retourner vers frôler le 100% de PMF qui n'existe pas, tu vois, hors vraiment quelques produits genre ChatGPT, mais voilà. 17 milliards en 2 jours.
Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Non, ça, c'est des trucs, c'est de telles anomalies, ça va encore plus loin que l'anomalie, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas, ils savent même pas comment ils ont fait, comment tu peux faire un truc comme ça. Tu peux pas le reproduire. Non, mais après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a eu 10 ans de R&D avant, quoi. Ouais. Et le nombre de produits, il y a 10 ans de R&D avant. Non, c'est sûr. Tous les jours, il y a des produits qui sortent avec 10 ans de R&D. Faut pas dire que c'est un nice success non plus, quoi. Non, bien sûr. Mais tous les jours, tu as des produits qui sortent avec 10 ans de R&D, tu vois. C'est sûr. Ça reste une anomalie, quoi qu'il, hein. Pas de... Non, mais voilà. Il y a un phénomène avec ça qui est intéressant, c'est le fait que tu as de plus en plus de gens, si on reste dans ce modèle SaaS, tu as de plus en plus de gens qui accèdent à ces outils et qui n'ont pas les compétences techniques. Et il y a une opportunité de malade sur le marché du SaaS, pour moi, qui est la notion de simplicité et qui est vraiment sous-cotée. C'est-à-dire que quand j'arrive, je me dis « Ouais, moi j'ai l'outil le plus simple ». Tu vois, ça te vend pas du rêve, quoi. Et en fait, on sous-estime la différence entre ce que le client croit qu'il veut et ce qu'il veut vraiment. Et on est tous les premiers, on arrive sur un outil, si on n'a pas la valeur et que c'est pas clair, en 3 minutes, on s'en va, quoi. Et on revient jamais. Et il y a une opportunité de malade à prendre des trucs qui existent et dire, je fais le truc le plus simple possible pour l'utilisateur final. J'enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui est futile, etc. Et il y a un biais dans le SaaS en général, c'est qu'on veut, c'est la course à la feature. On veut ajouter des briques. Non, mais il me faut cette feature, il me faut tel truc et tout. Alors qu'en fait, et particulièrement quand tu te lances sur un marché, ton produit peut évoluer et tu vas ajouter des briques, c'est normal, tu vas chercher à servir les clients plus larges, etc. Mais au départ, tu as une opportunité de malade à faire plus simple que ta concurrence. Et ton positionnement, il n'est pas « je vais faire mieux, je vais faire plus simple ». Et je vais faire un truc qui soit accessible à des gens qui ne savent pas se servir des outils concurrents. Et avec juste 2 features, nous, ça nous est arrivé malgré nous. Hein. C'est-à-dire qu'à posteriori, on dit « ouais, la simplicité, c'est ce qu'on a fait et tout ». La vérité, c'est qu'on a lancé le produit, on a dit « il faut qu'on lance vite, on met 2 features ». Mais si on s'était écouté, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça, quoi. Mais ce qui est une vérité dans beaucoup de choses, hein. On en avait parlé dans un autre podcast, le plus simple, souvent, c'est d'enlever des choses versus en rajouter, tu vois. Et dans plein de choses... BlackBerry versus iPhone, hein. Ouais, mais dans plein de choses dans la vie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le design, tu vois, tu prends le design de manière générale. À un moment, on était sur un truc très chargé. Tu vois chaque version effectivement de l'iPhone qui évolue. Le design le plus abouti aujourd'hui devient un non-design, c'est-à-dire qu'il y a tellement plus de design, qu'on a tellement tout enlevé, que c'est le design le plus abouti. Et en fait, tout tend vers ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est plutôt les fonctionnalités après, ce qu'il y a dedans, tu vois, qui vont faire la différence. Et l'opportunité, elle est vachement dans abstraire la complexité. Ouais. C'est-à-dire, il faut pas que l'utilisateur final, il voit la complexité. Un iPhone, c'est puissant, tu fais beaucoup de choses avec, mais en front utilisateur, il y a très peu de complexité. Et le but, c'est qu'il y ait le moins d'options à choisir, de paramètres à faire, ce qui est pour le coup une bonne opposition avec Android, où Android, c'est typiquement un débat iPhone Android, tu as un mec qui utilise Android et qui dit non mais Android c'est mieux, je peux faire ça, tu peux pas le faire avec l'iPhone. Je m'en fous de faire ça. C'est vrai, tu peux faire ça. En vrai, Android, si t'es un geek et que tu veux faire des trucs poussés, c'est mieux. Mais par contre, moi ce que je veux, c'est juste, j'arrive pas à me prendre la tête, quoi. Et même les paramètres de l'iPhone actuel, qui va vraiment dans les paramètres, qui modifie les trucs. Tu le prends comme on te le donne, et ce que tu veux, c'est que quand on te le donne de base, c'est bon. Ouais, quelques techos qui sont un peu contents. Le sujet de l'échange, on avait 30 minutes pour passer à 1 million. Là, on en est à combien ? Justement, on mettait le doigt sur un truc essentiel, c'est la notion de positionnement aussi. Parce que le positionnement, c'est un gros mot. Là, on en est à 30 minutes presque. Non, mais, pas de ça. Il voulait savoir combien de millions. Là, pour le moment, on est à combien ? On devait arriver à 1 million on en est à 30 minutes. 30 minutes, ok. Mais la notion de positionnement, comme tu l'as dit, il faut choisir sa bataille. Donc, choisir à qui tu t'adresses. Tu gardes ton jeu de mots. Et je savais qu'il allait sortir. Et donc, tu vois, tout à l'heure, on avait ce distinguo. Est-ce que tu t'adresses à une cible voilà, la cible geek ne va pas être la même que la cible en quête de simplicité, en quête de design. Il faut absolument savoir. Et ça rentre en ligne de compte dans ton product market fit aussi. C'est-à-dire de savoir à quelle réceptivité, à quelle audience, non pas seulement dans le sens démographique, mais aussi psychographique, tu t'adresses. Et ça, c'est absolument essentiel. Et d'avoir un positionnement qui soit clivant. Et effectivement, on parlait du fait de nous, on a perdu notre product market fit. En fait, on a fait notre premier produit et les mecs venaient demander des fonctionnalités complexes. On leur disait non, ça on le fait pas. Et ils disaient quoi, vous faites pas? Ouais, mais je suis désolé, il y a des concurrents qui le font, je te donne les noms, c'est pas mon positionnement, je te le fais pas. Ah, je veux une démo, sinon je paierai pas. Ben, paye pas, c'est pas grave, il y a 100 concurrents sur le marché, donc moi je fais pas de démo, c'est mon truc. Et on a été hyper clivant pendant un moment, puis à un moment on s'est dit bon, on va faire une version 2 de l'outil, on reprend de zéro, viens, on fait un peu toutes les fonctionnalités qu'on nous a demandé depuis le début, on ajoute de l'emailing, puis tu vas voir demain on va mettre du Twitter, du WhatsApp et tout, ça va être fou, machin. Et on a lancé cette version 2.
Et on a essayé de migrer nos clients dessus. Et nos clients ont dit, mais les gars, on comprend rien à comment ça marche. Vous avez fait n'importe quoi, en fait. Et pendant plusieurs mois, on a mis du temps à comprendre que, en fait, on s'était planté et qu'à vouloir servir tout le monde, on servait plus notre cible clé, qui était des gens qui savaient pas faire de prospection automatisée et qui voulaient un petit simple. Tu vois. Et on a perdu ce product market fit en étant plus assez clivant dans notre positionnement. Et aujourd'hui, dans nos choix produits, on se demande toujours, est-ce que si j'ajoute cette brique, elle va pas plus desservir ma base actuelle qu'elle va servir de nouveaux clients. Ouais. C'est hyper dur à estimer, mais à chaque brique de fonctionnalité qu'on ajoute, on se pose cette question, parce que chaque bouton que tu mets en plus sur ta page, c'est une charge cognitive en plus, c'est un truc qui enlève de la simplicité, et donc tu dois toujours te la poser, et vu que toi tu connais ton produit, t'es lancé dans le truc et tout, j'ajoute ci, j'ajoute ça, etc., tu peux faire, ils veulent telle option et tout. Non, il y a un moment, il y a des options, oui, ça sert une partie de tes clients, mais combien ça va desservir sur le global, et du coup, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ouais, puis il y a un truc aussi, tu vois, de l'entrepreneur insatisfait et de l'atteinte de la perfection. C'est dur de te dire, là, en l'état, le produit est assez abouti. Donc, tu auras toujours envie de faire un truc en plus ou quoi. Et souvent, ce truc en plus et cette quête, finalement, du perfectionnisme, tu vois, te dessert in fine. Mais ça, c'est le grand mythe de l'esthétisme en entrepreneuriat. C'est pas du tout entreprendre, créer un produit, c'est pas du tout une démarche esthétique. T'es pas là pour. C'est pas une œuvre d'art en fait. Mais le truc, c'est que t'as énormément d'entrepreneurs qui sont dans cette logique-là, très artistique, très esthétique, très émotionnel aussi. Ouais, mais puis forcément, artistique dit émotionnel, dit que tu mets du tien, donc de l'ego et tout. Mais en fait, t'es pas du tout dans cette démarche-là. Et tu regardes le nombre d'entrepreneurs qui sont en fait en train de créer leur chef-d'œuvre. Tu vois, ouais, très souvent, ça va te perdre avec pas mal d'incohérences, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir en tête, c'est Saint-Exupéry qui disait la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Ouais. Et ça, je trouve vraiment, dans le SaaS, on devrait tous avoir ce truc-là. Il avait fait un SaaS, Saint-Exupéry, ouais. Où en gros, tu as cette phase 0 où tu dois construire ta valeur, ton positionnement, lancer ton produit. Qui est le plus dur. Ouais, qui est le plus dur. Ensuite, tu as des phases de petites itérations jusqu'à valider ton product market fit. Donc, tu l'as validé en théorie en contactant tes clients. Ensuite, tu vas chercher à le valider en pratique avec ton produit. Donc, ce qu'on a dit, où tu as commencé à avoir une phase de viralité organique et tu as une majorité de ton acquisition qui devient organique. À ce moment-là, tu as un gros enjeu, en tout cas pour nous, c'est tu dois continuer de délivrer ta promesse. Donc, tu as tellement de traction que tu vas avoir des nouvelles problématiques et ton enjeu, c'est de maintenir la promesse que tu délivres jusque-là, tu vois. C'est-à-dire, OK, il faut que mon archi technique, elle tienne, il faut que je puisse servir mes clients comme je les servais au premier jour. Tu vas commencer à avoir ces enjeux-là. Tu auras plein de nouvelles problématiques qui vont t'arriver. Et là, c'est plus une phase de survie durant laquelle il ne faut pas que tout explose. Donc, c'est vraiment, au début, tu es là avec ton bateau, tu rames, tu sais pas trop où tu vas, tu rames. Puis à un moment, tu es pris dans le courant et là, ça y est, ça t'emmène et il faut tenir la barre, tu vois. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est plus le temps d'avancer, ce truc qui te porte, c'est de maintenir le cap et de t'assurer que ton bateau, il coule pas, quoi. Et dans cette phase-là, tu fonctionnes beaucoup en réaction. Il y a des trucs qui t'arrivent et ton but, c'est de réagir le plus vite. Là, j'ai des problèmes de serveur. OK, comment on fait pour régler ça? Là, j'ai tel gros volume d'acquisition. Là, j'ai tel truc qui me demande, etc. Et ensuite, tu rentres dans une phase 3 qui est celle vraiment autour du million où ça commence, alors ça va dépendre des boîtes, mais ça commence à se pérenniser. Et là, ton enjeu, c'est d'aller de 1 à 10. Et c'est de commencer à poser les bases de tes process et du truc qui scale pour aller sur ton 1 à 10. Donc là, tu rentres sur l'humain aussi. Tu rentres sur les process, tu rentres sur recruter les bonnes personnes, mais j'imagine que ce sera plus un prochain épisode, on fera le 1 to 10. On a déjà fait le 1 to 10 en fait, la dernière fois. C'est vrai, un peu. Ouais. On l'a déjà fait 2 fois. Le 0 to 1, on l'a déjà fait aussi ensemble. Hein. Ouais, il y a longtemps. Mais c'est là où vu que tu l'as fait 11 fois d'affilée depuis. Ouais, c'est vrai. Forcément. Mais c'est là où tu vois qu'il y a des mécaniques, en tout cas, qui sont différentes. Tu vois, si tu fais du service, si tu fais du produit, si tu fais du SaaS, si tu fais du high ticket, du low ticket, etc. Mais tu as quand même, t'as les mêmes premiers principes. Ouais, tu as les mêmes premiers principes. Nous, aujourd'hui, tu vois, la méthodologie Scalisia, telle qu'elle est designée aujourd'hui, c'est avec une étude empirique de plusieurs réussites, de plusieurs boîtes, de plusieurs accompagnements qui ont permis d'aller déceler en fait ces différents steps de croissance qui derrière te permettent d'atteindre ton premier million de manière quasi scientifique. Oui, dans la méthode, parce que la méthode est très scientifique finalement dans le scale. Là, on parlait effectivement d'émotionnel tout à l'heure. Là, l'idée, c'est d'enlever un maximum ça. Et la problématique des personnes qui sont dans l'émotionnel, qui veulent faire leur œuvre, c'est qu'il y a cette problématique scientifique de t'es forcément biaisé si tu veux prouver que ton produit de base est le bon, tu vois. Tes recherches seront forcément biaisées. Donc, tu peux pas être rationnel si déjà tu as un objectif dans ta recherche, tu vois. Comme un journaliste qui veut faire un documentaire, s'il veut mettre une torche à quelqu'un, en gros,
ben, toutes ces recherches, elles vont se focus sur comment trouver les éléments qui vont permettre de mettre une torche à cette personne et de le détruire dans le documentaire. Donc en fait, tu es forcément biaisé à la fin. Donc, essayer d'avoir au maximum cette approche scientifique, je pense que c'est une bonne chose. Et cette notion de divergence, d'abord tu crées tu crées un BlackBerry, donc en fait tu as toutes tes hypothèses, et après convergence où là tu vas affiner pour à la fin arriver à un iPhone, quoi. C'est super dur à faire. Toi en fait tu peux le faire dans le produit dans le service, parce que justement tu as cette vélocité accru versus un produit codé en fait, mais en fait toi tu compenses ça par de l'anticipation, par un MVP, par le fait de le faire pour toi. Moi je fais l'inverse, je commence par essayer de faire le truc le plus simple et en fait celui qui te coûte le moins, et ensuite t'ajoutes avec tes retours et tu cherches la brique de valeur principale, le truc clé qui est clair, simple, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ça que je fais. Et c'est clivant, c'est simple, c'est clair. Et en fait, du coup, la réponse du marché, elle est binaire. C'est oui, on veut ça, non, on veut pas ça. Et ça rend le truc beaucoup plus facile. Si tu as dans ton offre de base un BlackBerry avec une complexité, avec une ambiguïté, je fais ci, mais je fais ça, mais je fais tel truc et tout, ta réponse, elle est aussi ambiguë que ce que tu proposes, quoi. Exactement. Et en fait, la convergence, tu vas aller la chercher en premier dans ton idéation, quand tu es en train d'observer un petit peu, quand tu testes, voir quand tu le fais pour toi, quoi. Là en fait, t'es en mode laboratoire. Tu peux te permettre de créer de la complexité, puisque de toute façon, t'es in vitro. Et après, par contre, l'objectif, c'est très très vite d'arriver à quelque chose d'extrêmement simple, quoi. Et bien, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Je regarde où je regarde là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain opus. Il y a tout dans la description. Bref. C'était nous, c'était toi. Ciao. Pourquoi ?